ça permet de discuter la place de la dentisterie. Est-ce que la dentisterie est une discipline médicale? Et là, j'ai tout le monde qui va me dire, mais comment Simon, il pose la question? Bah oui, je la pose la question parce que moi, faire des facettes, c'est pas un acte médical. Alors après, on va me dire, oui, mais tu comprends, dans le relationnel avec les autres, c'est important, le sourire, toi. Où est la limite? Je sais pas. Bienvenue sur Meditalks, le podcast de la prévention santé. J'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir sur Meditalks Stéphane Simon, professeur en endodontie, entrepreneur et créateur de contenu engagé. Originaire de Louviers, en Normandie, Stéphane Simon est diplômé en chirurgie dentaire de l'université de Reims-Champagne-Ardenne en 1994. Il a ensuite obtenu un doctorat de sciences de l'université Paris Diderot en 2009, ainsi qu'un PhD de biologie orale de l'université de Birmingham la même année. En 2016, il a reçu l'habilitation à diriger des recherches, la plus haute distinction universitaire. Après 18 ans de pratique privée dédiée à l'endodontie, Stéphane a rejoint l'université Paris Diderot en 2010 en tant que maître de conférence, avant d'être nommé professeur des universités praticien hospitalier en 2016. Il a créé et dirigé le diplôme universitaire européen d'endodontologie de 2011 à 2019. Passionné par la pédagogie et l'innovation, il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence en endodontie, dont le JPIO Endodontie, coédité avec Pierre Machtou et Willem Pertot en 2012. Ses travaux de recherche se concentrent entre autres sur l'ingénierie tissulaire de la pulpe et les innovations en endodontie clinique, avec de nombreuses publications nationales et internationales. Entrepreneur dynamique, Stéphane a fondé Endo Academy, une plateforme de formation continue en ligne dédiée à l'endodontie, ainsi qu'Endo Boutique, une entreprise spécialisée dans la distribution d'équipements dentaires. Il est aussi l'hôte du podcast Les Gueules du dentaire, où il met en lumière les parcours de professionnels qui, à un moment de leur carrière, ont osé changer de trajectoire et réinventer leur métier. Aujourd'hui, Stéphane Simon vient nous parler de son parcours atypique, de ses nombreux défis relevés et de ses perspectives sur l'avenir de la formation et de la santé bucco-dentaire en France. Stéphane, bonjour et bienvenue dans Meditalks. Bonjour, et bien merci beaucoup, parce que c'était un plaisir de vous retrouver de l'autre côté, en fait. Et c'est intéressant, et je vais voir ce que ça fait de se faire mener, en fait, plutôt que de mener soi-même. Oui, exactement. Et je te remercie parce que tu fais allusion au fait que j'ai été reçu sur ton podcast très gentiment. Exactement. Et donc, effectivement, c'est le match retour. Et donc, avec grand plaisir. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui. On va parler de ton parcours, évidemment. On va parler, évidemment, d'endodontie aussi, parce que certains de nos auditeurs ne savent pas ce que c'est. Donc, il va falloir que tu expliques quand même ce que c'est, parce que c'est ta spécialité. On va parler également d'enseignement. De transmission du savoir, d'entrepreneuriat, parce que tu es aussi entrepreneur, et éventuellement, si on a le temps, de l'organisation de la profession en France également. Enfin, on a plein de choses à traiter. Mais si tu veux bien, j'aimerais bien commencer, comme on le fait rituellement, par ton enfance, et que tu nous expliques en quelques mots. J'ai cru comprendre que tu étais fils de dentiste. Exactement, je suis doublement fils de dentiste, parce que mes deux parents étaient dentistes, et je peux dire étaient, puisque mon père vient de prendre sa retraite au 31 décembre, à l'âge de 80 ans. Et D'accord. donc, il était plutôt passionné. Bon, ma mère s'était arrêtée un petit peu avant. Et donc, j'ai baigné, effectivement. Je fais partie de ces gens qui ont entendu parler de couronnes, de prothèses, de parodontes à tous les repas, tous les repas du soir. Et déjà, les guerres syndicales qui existaient à l'époque, voilà, où je ne comprenais absolument rien. Et ce qui était assez drôle, c'est que je m'étais juré de ne jamais être dentiste, puisque je voyais ça un petit peu d'un côté. Tu sais, quand t'es le fils d'eux, quelqu'un, enfin, les professions, soit vraiment ils t'emmènent dans la profession, soit ils t'en dégoûtent. Et Oui, tout à fait. Donc, tu étais ouais. plutôt dégoûté, tu veux dire. Pas dégoûté, mais vraiment, je me disais, mais Pas qu'est-ce que fasciné, c'est quoi. ce truc? Voilà, mais j'étais pas du tout destiné à ça. J'étais pas destiné à grand-chose d'ailleurs. Bah si, à Jusqu'au moment. l'audiovisuel, j'ai vu que du coup, t'as Voilà. pris cette Mais ça, option durant ton parcours. c'est sur le tard en fait. C'est-à-dire que D'accord. en fin de troisième, enfin sur le tard, sur le tard quand t'as 14 ans. Oui. Mais effectivement, j'avais une passion. Enfin, j'ai fait beaucoup d'activités extrascolaires quand j'étais enfant. Ma mère nous inscrivait à plein de choses. J'ai fait du cheval, du judo, de la natation. Et puis un jour, il y avait un club photo dans la ville où j'habitais, à Louviers.
Et je me suis retrouvé, voilà, j'ai adoré la technique. Je suis pas un artiste du tout, mais loin de là. Je suis toujours pas d'ailleurs. Et je suis pas sensible à l'art de façon assez étonnante. Mais voilà, j'ai appris à ce moment-là, j'avais 13 ans, ouais, c'est ça, 12-13 ans, et j'ai découvert un peu la technique. C'est comment développer une photo. Et ce qui m'a toujours intéressé dans la vie, et ça me continue maintenant, c'est voilà, il y a quelque chose que je comprends pas, il faut que je comprenne, et ça m'amuse de comprendre. Et puis après, peut-être pas très souvent, je vais pas plus loin d'ailleurs. Voilà. Et donc en faisant ce club photo, je tombais sur un type qui m'avait appris les mouvements de lumière avec l'agrandisseur. Je faisais que du noir et blanc. Et donc, D'accord. pendant des années, Ilford a été mon ami. Oui. Et voilà. Et en fin de troisième, ma mère me dit, bah écoute, il y a un lycée à 40 km de chez nous qui s'appelle le lycée Pierre Corneille, qui était un très bon lycée. Et ils venaient de créer, je crois que c'était la deuxième année, une option audiovisuelle. Donc ça, Et c'est donc à elle me Rouen, dit, du coup. à Rouen, ouais, ouais, à Rouen, D'accord. parce que moi j'étais à la campagne, à Louviers, mais à 40 km, il y avait la première ville, c'était Rouen. Et il y avait D'accord. ce lycée. Alors je pense que ma mère m'avait trouvé ce truc-là pour aller me mettre dans un lycée qui avait une bonne réputation. Moi, je voyais pas l'entourloupe, mais par contre, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et c'était un cursus normal, D'accord. mais où il y avait une option. Et au lieu d'avoir, enfin, à l'époque, les options, c'était 3 heures supplémentaires, mais là, l'option audiovisuelle, c'était 8 heures. Et, Ok. euh, et donc, j'ai fait une seconde normale avec 8 heures d'audiovisuel. Et où pendant 3 ans, j'ai fait ça jusqu'au bac. Il y a même des épreuves au bac. Et donc, j'ai un bac C, je suis un vieux. Donc, maths physique avec option audiovisuelle. D'accord. Et voilà, on filmait en Betacam, en 16 neuvième, on montait, on développait. Et puis voilà, on faisait beaucoup d'analyses filmiques. Et donc, à ce moment-là, je voulus m'engager là-dedans. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que voilà, j'avais passé les concours de la FEMIS, l'école Louis Lumière, puis une troisième, dont je me souviens plus. Puis, en fait, tout ce qui était optique, physique, j'arrivais à m'en sortir parce que j'avais le niveau. Mais globalement, dès qu'ils ont commencé à me mettre des peintures, je ne savais même pas de qui on parlait, quoi. Voilà. D'accord. Donc, Donc, tu as changé de voie à ce moment-là et tu t'es dit, c'est pas pour moi, quoi. bah oui, parce que globalement, c'est soit tu faisais à l'époque, si tu veux maintenant, c'est très très différent parce que globalement, tu as des formations de partout, tu as des écoles de partout, mais Mhm. moi je parle de ça, on était en 88. Tu vois, c'est soit tu faisais ces écoles-là, soit il y avait rien d'autre. Donc voilà. Et puis je crois que ce qui m'a fini de m'achever, c'est j'ai dû faire un stage. Tu vois, il y avait un stage sur un plateau et les D'accord. mecs ils avaient mis 3 jours pour tourner 2 sessions. Je me suis dit bon, t'es un peu excité à l'époque. Je me suis dit bon, ça va pas être fait pour moi. T'étais Voilà. plus Et speed que donc, ça, c'était trop lent pour toi, quoi. un peu lent, et puis, ouais, puis ça se prenait un peu la tête quand même. Enfin, c'est un D'accord. milieu, en fait, j'ai une vision de. Enfin, j'arrivais dans un milieu que je ne connaissais pas. Personne dans ma famille n'était artiste. Enfin, j'ai appris après qu'il y avait des artistes, mais ma sœur a un côté beaucoup plus artistique que moi, pas du tout. Et donc, si tu veux, si c'est pas cartésien, 2 plus 2 égale 4, bah, je me reconnais pas. Et comme tout D'accord. ce que je fais, tout ce que j'ai fait, tout ce que je continue à faire, bah, si je m'y plais pas, je m'en vais, quoi. Je fais autre chose. Voilà. Ouais, je comprends. J'emmerde pas les gens. Je comprends et tu as bien raison. Alors, ce qui me frappe tout de suite de ce que tu viens de nous dire, c'est qu'en fait, tu as un profil de technicien. En fait, ce que tu Sûrement. aimes Mm. bien, et c'est pas du tout péjoratif dans Ah ma non, non, mais bouche. c'est ça, c'est exactement ça. C'est que ce qui t'intéresse, c'est vraiment le comment on fait les choses, Ouais. comment ça marche, décortiquer les différentes choses qui font que le monde fonctionne, quoi. Absolument. Et c'est marrant parce que c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Tu vois, par exemple, le D'accord. digital, le commerce digital, c'est pas le fait de vendre qui m'excite le plus, c'est le jeu qui est autour. C'est comment tu vas chercher des gens, comment tu vas nicher des nouveaux fournisseurs. Voilà, c'est ça qui m'amuse. D'accord. Et je disais parce que je coach des jeunes, il y a un truc comme ça qui s'appelle une association où tu coaches des jeunes et qui sont parfois un peu paumés, voire parfois pas du tout d'ailleurs. Et en fait, je leur dis toujours, mais moi, la vie est un jeu, donc il faut savoir Mhm. y jouer. Et quand tu gagnes, c'est bien, quand tu perds, mais il faut continuer à jouer. Voilà. Et ma vie est un jeu et je la conçois vraiment comme ça. Ouais. D'accord. Alors, si on avance un tout petit peu, donc tu te retrouves en dentaire quand même, où tu as fait un choix par défaut en quelque sorte, euh, parce que J'avais tellement dit à mes parents que je ne ferais pas dentaire que, en fait, j'ai eu mon bac à ouais, 10,00. Au lycée, pas au mal. collège, j'étais un bon élève, mais parce que j'étais extrêmement poussé par mes parents, par ma Mhm. mère notamment. Et au lycée, voilà, je me suis retrouvé interne parce que c'était un peu loin quand même. Donc j'étais interne. J'arrivais le lundi matin très tôt, je partais le samedi midi. Donc là, ça a été la fête, quoi. Donc je faisais le minimum syndical.
D'accord. J'étais relativement bon en maths et physique. Je bossais, je forçais pas, mais voilà, c'était une matière où j'étais assez à l'aise. Par contre, le reste m'emmerdait, donc je faisais vraiment le strict minimum. Et puis, donc, j'ai eu mon bac à 10,00. Alors, au premier tour, quand même, Ok, sans c'était ma fierté rattrapage. de ma base à l'oral. Mais voilà. Et là, je me suis dit, putain, il faut que je fasse un truc, quoi. Mais donc, ma mère, voyant mes échecs à la FEMIS, m'avait dit, bah, faut faire du commerce. Donc, je me suis dit, bah, j'ai pas envie de vendre des peignes. Et, et donc j'ai dit voilà, et j'ai appelé quand j'ai eu mon bac, j'ai appelé mes parents, ils disaient moi j'ai le bac, ils me disent tu vas faire quoi? J'ai dit je vais faire médecine. Ils m'ont fait la gueule 6 mois et parce qu'ils savaient pas d'où ça venait quoi. Et je pense que ils ont vu très vite que c'était un choix par défaut. C'était pas Ok. faux d'ailleurs, mais enfin voilà, en 88 si tu veux, si t'avais, j'avais raté, enfin j'aurais mon seul regret, seul truc où je me dis j'aurais pu me pousser, c'est à l'époque j'aurais voulu faire une prépa, j'aurais voulu être vétérinaire moi. D'accord. Et ça me tient toujours d'ailleurs. Et j'ai jamais osé m'engager dans une prépa bio. Parce qu'à l'époque, Ok. c'était, je sais pas comment c'est maintenant, mais en fait, c'était maths sup, maths spé bio. Et là, Ouais. je me suis dit, toi, j'étais un peu feignant. Je me dis, waouh, ce truc-là, c'est pas fait pour moi. Et en fait, quand je vois le parcours que j'ai fait après, c'est que j'ai réussi à cravacher à un moment où il fallait. Il n'est pas impossible que j'aurais pu faire une carrière dans la vétérinaire. Mais bon, voilà, c'est comme Bah, ça. sans doute, sans doute. Il y a plein de chemins possibles. Et Ouais. ça me fait penser, tes parents, du coup, étaient chirurgiens dentistes omnipraticiens ou vous avez une spécialité Ouais. particulière? D'accord. Euh, alors, mon père avait est un excellent praticien. Il a une main qui est vraiment extraordinaire et capable de reproduire tout ce qu'il voit. Côté manuel, il y avait vraiment, voilà. Après, on a une approche très différente maintenant qu'on fait le même métier. C'est, moi, j'ai besoin de comprendre. Si tu veux, tu fais une incision dans la Mhm. gencive, c'est pourquoi tu as fait comme ça. Mhm. Et tant que j'ai pas compris, je suis incapable de la reproduire. Par contre, à partir du moment où j'ai compris pourquoi on l'a fait comme D'accord. ça, je vais être capable de la reproduire, voire de la modifier, en pensant l'améliorer ou pas d'ailleurs. Mais voilà. Alors qu'on était, c'est pour ça que tout ce qui est prothèse et tout ça m'a jamais vraiment intéressé, parce que comme je suis pas un artiste, j'ai pas le sens de l'esthétique. Tu vois, c'est dingue en fait. Ouais, je comprends. Oui, c'est assez surprenant. Parce qu'en plus, C'est souvent, les chirurgiens dentistes, justement, ont un sens de l'esthétique sur, ouais. en particulier ceux qui font, je sais pas, de la implantologie sur le secteur antérieur ou des choses comme ça. Mais euh, Exactement. Et en fait, je pense que comme je suis un peu, je suis allé me planquer dans les canaux parce que ça, personne ne les voit. Personne ne les voit et voilà. Et parce que, en fait, quand tu regardes bien, alors l'implantologie, moi, à l'époque, quand j'étais diplômé, ça existait quasiment pas, hein. On avait deux systèmes, c'est du Bradmark et Bradmark. Mais par contre, l'endo a toujours été très technique. Très d'accord. Donc, technique. c'est aussi pour ça que tu es allé chercher de l'endo, justement, parce que tu avais envie de comprendre l'endo. Honnêtement, alors, je suis devenu endodontiste parce que je ne comprenais rien à l'endo. Et Ok. ça, je pense que dans toutes les matières, toi, je suis diplômé de 94, et à l'époque, je pense que toutes les disciplines, c'était cohérent. C'était facile à comprendre, la paro, tu curetais, ce qu'il y a du tard, du truc, machin. Ça a beaucoup évolué, mais Mhm. les fondamentaux étaient assez faciles à comprendre. En endo, en 94, de là où j'étais, honnêtement, je pense que même les mecs qui nous l'enseignaient, ils l'avaient pas compris. C'est-à-dire que Ok. c'était pas, et c'est devenu beaucoup plus fluide après. C'est-à-dire que les fondamentaux aujourd'hui sont bien établis, il y a moins de guerres intestines sur les Je fondamentaux. Tu comprends. vas avoir des guerres sur les techniques pour y arriver, mais sur le fond, tout le monde est assez d'accord aujourd'hui. Mais voilà. Et donc, en fait, Alors, comme je je pense l'avais que pas c'est le compris, moment. Pardon, excuse-moi de te couper, mais je pense que c'est le moment du coup pour nos auditeurs d'expliquer ce que c'est l'endodontie, parce que je pense que beaucoup ne savent pas et il faut définir clairement quand même les choses. alors en gros, tout tourne autour de la dent, qui s'appelle en grec, la racine c'est odonte. Odonte, c'est la Ok. dent. Et ensuite, on va avoir des préfixes. Donc tout ce qui est para autour, parodonte, c'est la parodontologie, c'est les tissus de soutien. On va voir orthos, donc qui veut dire mécanique en grec, donc c'est le déplacement mécanique, c'est l'orthodontie. Pédos, c'est les enfants, donc pédodontie. Et puis endos, c'est l'intérieur. Donc en fait, la dent, elle est composée de deux parties. Topographiquement, on a la partie qu'on voit qui s'appelle la couronne, et ce qu'on Ok. voit pas qui s'appelle la racine, qui tient la dent dans la mâchoire. Et donc la couronne est recouverte d'émail, et tout le reste de la dent est fait d'une texture qui s'appelle, enfin d'un tissu qui s'appelle la dentine, ou les gens appellent l'ivoire aussi. Je dis l'ivoire parce que ma fille qui a 7 ans était en train de faire la dent en CE1 et Ils appellent ça les bas. ils appellent ça l'ivoire. Je me suis dit, putain, quand même, en 2025, C'est un vieux faut cours, mettre quoi. les... Ouais, c'était... Et puis la page derrière, c'est la dentite. Tu vois, c'est bon. Bon, mais peu importe. Donc, et à l'intérieur de cette dent est creusé il y a un canal. Enfin, un canal par racine, voilà, et qui D'accord. contient la pulpe de la dent, ce que les gens appellent le nerf. Donc, en Ok. fait, l'endodontie, c'est la discipline qui traite de l'intérieur de la dent. Et ce qu'il D'accord. faut savoir, c'est que quand cette pulpe s'enflamme, ça fait très très mal. Donc Mhm. là, c'est ce qu'on appelle la rage de dent, ça s'appelle la pulpite. Et quand
après l'inflammation, l'étape supplémentaire, c'est la mort de ce tissu qui s'appelle la nécrose. Et à ce moment-là, ce canal va se remplir de bactéries, de microbes. Et ces microbes, en voulant sortir, ils ne peuvent sortir que par le bout de la racine. Mm. Et c'est là qu'ils créent les kystes. Voilà. L'endodontie est résumée comme ça. Et donc, l'endodontie, c'est la discipline qui consiste à traiter, à éviter d'en arriver à l'infection canalaire. Et une fois qu'elle est là, eh bien, c'est à nettoyer ce canal pour retirer les bactéries, pour remettre la dent dans un contexte biologique qui va le mener vers la cicatrisation. C'est une discipline qui est assez conservatrice, du coup, au sens où tu veux essayer de conserver les dents à l'endroit où elles sont, dans le meilleur état possible, en tout cas sans les remplacer par autre chose, si je comprends bien, le plus longtemps possible, quoi. C'est très conservateur. Donc maintenant, on arrive même à avoir des traitements, et c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant 20 ans en recherche, sur comment éviter de dépulper une dent, de faire... dans la tête des gens, ils veulent pas se faire dépulper la dent parce qu'elle noircit. Bon, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais aujourd'hui, on sait qu'on peut garder la pulpe vivante, même quand la carie est profonde, on essaie de la garder le plus longtemps possible, parce que tant qu'on a de la pulpe dans le canal, eh ben, on prévient tout risque d'infection. Et donc voilà. Et par contre, donc nous, on travaille, moi je dis toujours, je suis un égoutier, donc je travaille dans un canal qui fait à peu près entre 20 et 25 mm de long. Ça fait 2 cm et demi. Et le diamètre, on est sur du 20 centième. Donc, c'est 1/5 de millimètre. C'est tout petit. Donc, tu travailles avec des outils qui grossissent, forcément. Donc, nous, on a des microscopes opératoires. Et surtout, on travaille beaucoup avec des instruments qui rentrent dans la dent et qui nous donnent une sensation. Donc, ça, c'est très difficile à appréhender parce que ça demande de l'expérience. C'est-à-dire que quand ton instrument est dans le canal, il te remonte une sensation tactile et de là, tu dois imaginer est-ce que le canal tourne à droite, est-ce qu'il tourne à gauche, parce qu'il va pas tout droit, le canal, la dent est très courbe. Voilà. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on fait joujou avec beaucoup de techniques, de technologies. Et c'est passionnant. Ça fait appel à de la biomécanique, ça fait appel à de la métallurgie, parce que les alliages des instruments est très important. C'est soit de l'acier, soit du nickel-titane, du nickel-titane transformé. Voilà. Donc, il y a une... C'est une discipline qui est détestée, je pense, par 90% de la profession. D'accord. En fait, tu travailles à l'aveugle. Ok. Tu vois pas le résultat. Le patient ne se satisfait pas. Et en plus, souvent, derrière, il a mal parce qu'il y a des suites post-opératoires. Donc, tu vois, c'est pas gratifiant. Par contre, par contre, quand tu es passionné de ça, les endodontistes, quand ils sont passionnés, ils sont vraiment, vraiment passionnés. Parce que chaque traitement est un défi, en fait. Chaque traitement est un défi. Tu as une mission à chaque fois, technique et... C'est un combat. Chaque dent est unique, donc tu as des grands principes de base, mais à chaque fois que tu vas rentrer dans une dent, là, on fait aussi beaucoup de réintervention, de retraitement. Et là, c'est la guerre, quoi. C'est-à-dire que tu fais un plan de bataille, tu dis je vais tourner à droite, tourner à gauche, on récupère des instruments qui ont été cassés dans le canal, et puis on fait toute la chirurgie des kystes avec une approche qui est très différente des stomatos, puisque eux sont focalisés sur la lésion osseuse, nous on est focalisés sur l'origine qui est la dent. Voilà. D'accord. Très intéressant, ok. Et donc tu dis c'est une petite proportion des praticiens qui font ça. Est-ce que il y en a de plus en plus ou est-ce que c'est une discipline, comment ça évolue en fait? Et j'avais envie de te demander aussi tout à l'heure pourquoi finalement cette discipline elle est relativement récente, si je comprends bien, elle a quelques dizaines d'années. Pourquoi elle est arrivée? Est-ce qu'on a constaté c'est par observation clinique qu'on s'est aperçu qu'il fallait creuser au niveau de la recherche sur ces sujets-là? Comment la spécialité est née, si tu veux, et quelle est sa tendance actuelle? Alors en fait, tous les dentistes font de l'endodontie. D'accord. Tous les dentistes, 100% des dentistes, alors à part ceux qui décident de ne plus en faire, parfois parce qu'ils se disent voilà, ils sont spécialisés autre chose, parfois par snobisme en disant bah, c'est pas mon truc, je délègue. Tu veux dire qu'ils sont obligés d'en faire? Bah, en gros, quand tu fais ta formation, tu peux pas, t'es obligé de dépulper des dents, ça fait partie du truc. Mais effectivement, c'est tellement, si tu veux, je pense que c'est une discipline qui s'acquiert vraiment par l'expérience et le temps. Et donc au début, tu comprends pas l'intérêt. Tu comprends pas, ça fait mal, on voit rien, c'est des positions de travail qui sont compliquées, etc. Et donc, mais l'endodontie, tout le monde on en fait depuis la nuit des temps, et c'est une des disciplines, à mon avis, qui a le plus évolué. Alors, chaque spécialiste va te dire non, mais nous, par exemple, en restauration, la restauratrice esthétique, c'est vrai que les composites ont fait des progrès, que les collages, etc. Mais globalement, leur manipulation, la technique est toujours là, n'a pas beaucoup changé. Elle s'est adaptée aux instruments, aux produits, mais il n'y a pas eu de révolution dans la mise en œuvre. En implantologie,
ce qui a changé, c'est les implants, les formes des implants, etc. Mais la réalisation reste toujours un petit peu la même. En endodontie, on a vraiment, eu une évolution des changements complets liés au développement et à l'apport de la technologie. D'accord. Donc, ce qui s'est passé, moi, je me suis spécialisé. Enfin, j'ai limité mon exercice. Je dis pas spécialisé parce qu'il n'y a pas de spécialité en France, mais j'ai limité mon exercice à l'endo en 2003. Tu vois, donc 9 ans après mon premier diplôme. Donc, je m'étais formé, j'allais me former aux États-Unis. Il y avait très peu de formations. Tu avais des formations basiques pour omnipraticien, mais tu n'avais pas de vraie formation pour après. Et donc, je suis allé chercher aux États-Unis notamment. Et quand je me suis limité à ça, en 2003, on était, je crois, 14 ou 15 praticiens qui ne faisaient que ça en France. Il y en avait D'accord. déjà 8 à Paris. Ouais, donc il y en avait un à Lyon, il y en avait une à Nice, mais c'était vraiment, ça n'existait pas. Et on passait pour Anecdotique. des uluberlus, en fait. Et Mm. puis, bah, pour le coup, l'industrie a travaillé beaucoup. Les instruments ont permis de rendre accessible la reproductibilité du geste. La formation s'est faite, etc. Et donc, il y a eu un vrai engouement. Mais la spécialité de l'endodontie aux États-Unis, elle a été créée dans les années 60, je crois, 70. Donc, Ok. c'est pas quelque chose qui est né comme ça. Nous, en France, elle s'est un petit peu développée, mais la spécialité en elle-même n'existe pas. Et à mon avis, elle n'existera jamais parce que les autres dentistes veulent pas la reconnaître. Et peu importe. Voilà. Par contre, tu as de plus Mm. en plus de praticiens qui limitent leur exercice à ça parce que c'est marrant parce que c'est un patient qui me disait, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Et en fait, la nécessité de l'ampleur du plateau technique qui est nécessaire si tu veux atteindre un certain niveau d'excellence, il est tel que tu peux pas avoir ce plateau technique dans toutes les disciplines. D'accord. Voilà. Donc, il y a eu une vague comme ça. Donc, on a un organisme de formation et on propose une formation qui délivre un diplôme universitaire d'ailleurs, en relation avec l'université de Gênes. Et c'est une formation qui dure 2 ans Ok. et qui est lourde, hein, qui est très lourde. Et nous, on en diplôme 30 par an, tu vois. Nous, on était 13 en France à l'époque, et nous, on en diplôme 30 par an. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres DU, il y a à Marseille, il y a Nancy, Strasbourg. Donc, aujourd'hui, il y a un nombre d'endodontistes, on n'arrive pas à les calculer, à le savoir, mais il y en a, ouais, il y en a un paquet. Et c'est très bien, d'ailleurs, en termes de santé publique, parce que parfois, si tu veux, un praticien peut se dire, bah, ouais, là, il y a un kyste sur la dent. Moi, pour refaire le truc, c'est compliqué, je sais pas faire, j'extrais, je mets un implant. L'endodontiste va arriver un peu en zone de prolongation, de dire, bah, écoutez, si moi je peux réintervenir, on va prolonger la dent de 7, 8, 10 ans, par exemple. D'accord. Ouais, et ça, c'est intéressant en termes de santé publique parce que ce que je dis dans mes conférences, c'est que quand moi je suis né en 71, mon espérance de vie était de 72 ans. Mm. Aujourd'hui, 53 ans, mon espérance de vie est passée à 82 ans. Mm. Donc ça veut dire que tu gagnes 10 ans, les femmes ont gagné 17 ou 18 ans, je crois, d'espérance de vie. Et nous, moi, ce que je dis toujours, j'ai très bien fini à mon concours, donc j'avais le choix entre médecine et dentaire, donc c'était vraiment, je suis 20e ou 22e, donc j'avais vraiment le choix de prendre dentaire. Donc c'est pas du tout, j'ai pas fait dentaire par frustration. Ok. Et donc, j'ai jamais eu l'idée que j'allais sauver des vies, par exemple. En tant que Mm. dentiste, je vais pas sauver des vies. Par contre, on peut participer, ça c'est Gilles Tirlet qui le dit très bien, on va participer à l'amélioration de la qualité de vie. Donc, Ok. quel est l'intérêt de vivre 10 ans de plus si tu es édenté à 60 ans puis que tu as un berlingot qui tient pas? Tu peux Je bouffer, comprends. voilà. Et les Et autorités publiques, justement, comprennent ça et investissent sur cette. C'est de la prévention, quelque part. C'est-à-dire qu'on c'est permet surtout de. une prise de conscience de que on soigne pas des dents, on soigne des gens qui ont des problèmes de dents. Si tu Oui. veux, mais le problème de la Sécu, c'est qu'il leur manque quelques milliards pour essayer de faire les choses Oui. intelligemment et que quand tu leur dis, bah, faut augmenter, ça serait bien de prendre en charge la prévention, le mec il dit combien ça va me coûter? Tu vois, et comme Oui. les mecs sont là pour 3 ans, eux, ils sont jugés sur 3 ans. Et Enfin, la voilà, prévention, tu vois c'est bien. forcément sur du long terme, donc c'est vrai que c'est compliqué. Voilà. Et donc, quand tu es en train de lui dire, bah, écoutez, on va faire ça maintenant, parce que ce monsieur, quand il a, dans 70 ans, il y aura une amélioration de sa qualité de vie, il dit, ouais, il ne sera pas là pour le voir, lui, vu l'âge de moyenne de nos politiques. Mais, donc, en gros, il y a un tu vois, on dit toujours, il y a un décalage entre la Sécu et les dentistes, parce qu'ils pensent que les dentistes veulent être payés plus et que la Sécu ne veut pas dépenser plus en disant, ils en gagnent assez. C'est Mm. complètement débile comme raisonnement. Mm. C'est binaire, c'est débile, et ça fait pas avancer le schmilblick. Euh, Oui, a priori, par, les dentistes, ils ont envie que les patients soient bien soignés, quand même. Exactement, je peux te dire que, bien sûr, on a une profession, tu vas avoir des mecs véreux à droite, à gauche. Il y en a Oui, oui. toujours, il y en a chez les bouchers, il y en a chez les avocats, il y en a chez les juges. Bon, Partout.
Mais moi, les gens que je fréquente, ils ont vraiment une volonté de bien faire. Quand il leur arrive un problème, ils cassent un instrument, c'est des gens qui n'endorment pas. Tu vois. Et donc, et globalement, effectivement, ils veulent bien gagner leur vie. C'est pas une honte. Sauf qu'on a il y a une différence, il y a un problème à gérer. C'est-à-dire que le système de santé, eux, ils épongent des déficits. Donc, ils évitent d'accroître le déficit. Alors que la prévention, c'est tu paries sur le futur. Le problème, c'est que la France, ou même beaucoup de pays d'Europe, sont enfermés à une situation aujourd'hui où ils évitent juste l'hémorragie. Voilà, les crises économiques se sont succédées, les mecs ont dépensé l'argent n'importe comment, etc., etc. Et voilà. C'est compliqué pour agir, quoi, effectivement. C'est très compliqué pour agir. J'ai discuté avec des représentants syndicaux, j'ai pas forcément la même façon de voir les choses qu'eux, mais eux, ils me disent très bien, que ce soit la FSDL, le CDF, c'est les représentants de chez nous, ils ont pas du tout les mêmes façons de voir les choses, mais de toute façon, en face, ils ont un mec qui fait des intégrales et un fichier Excel. Okay. Donc, en gros, ils te disent... Il n'y a pas beaucoup de discussion, quoi. Donc, il n'y a pas de discussion possible. Pour moi, c'est même pas que je leur en veux, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ouais, voilà. Mais tu cherches peut-être pas à comprendre. Si le but, c'est juste de réduire les frais... Je sais pas, c'est pas forcément. Je pense que s'ils avaient les moyens de le faire, ils le feraient. Tu vois, j'ai discuté, j'ai enregistré un podcast avec un monsieur qui s'appelle Marco Masvé, qui est assez intéressant et qui vit maintenant en Angleterre. Et moi, j'ai travaillé et vécu en Angleterre. Et là-bas, tu as un chief dental officer, c'est un praticien, enfin, c'est un politique, en général un dentiste d'ailleurs, qui est en charge de la politique de la santé bucco-dentaire. Alors lui, il est au Pays de Galles, mais je crois qu'il doit y en avoir par région, si tu veux, il y en a un par région. Et c'est lui qui décide. C'est pas un ministre de la Santé qui doit gérer et les dentistes et les kinés et la prévention de l'amiante. Tu vois, tu peux pas, mec. Enfin, et c'est des postes qui sont stables, ils sont sous la dépendance d'un ministère, donc ils remontent et puis après il y a un mec arbitre, si tu veux. C'est une sorte de secrétaire d'État à la dentisterie, quoi. Exactement. Et c'est efficace, ça marche bien parce qu'il est du métier, quoi. Après, ça marche bien. Le NHS ne se porte pas en super santé, mais au moins c'est mais c'est comme ça aussi qu'ils se sont rendus compte que, je pense, moi je connais pas je suis pas du tout un expert en santé publique, mais je pense que le NHS, l'Angleterre a compris que de toute façon ils ne pourraient pas suivre l'évolution financièrement. Donc ils ont fait un système à double vitesse. Mais on pourra dire ce qu'on veut des Anglais. Je peux te dire que moi j'ai travaillé au NHS en tant que spécialiste. Il y avait des moyens qu'on n'a pas à l'hôpital français, par exemple. Par contre, tu as ce qu'on appelle des listes d'attente, des waiting lists, etc. Le NHS en dehors de l'hôpital, c'est quand même... c'est pas la joie, parce que les mecs, ils ont des rémunérations qui valent rien. Et ensuite, donc, ils ont développé un système à double vitesse. Donc, si tu as les moyens, tu as les assurances et tu te fais bien soigner. Mais moi, ce que je leur reconnais aux Anglais, c'est de l'avoir assumé. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis, ils l'assument. En France, on a un double système. On a un double système avec le non remboursé, le truc, le machin. Mais si tu veux, c'est toujours cette politique. Faut pas le dire, faut pas que ça se sache. Vous avez vu, c'est les dentistes, ils se graissent la patte, etc. Plutôt que plutôt que la politique dise, bon, écoutez, nous, on peut pas assumer. Donc, on va assurer la base avec le RAC 0, le truc, le machin. Ça sera propre, mais ce sera pas de la dentisterie pas de très haute qualité. Je dis pas que le RAC 0, c'est de la mauvaise qualité. Mais il y a aussi une possibilité d'avoir une dentisterie à plusieurs niveaux. Voilà. Il faut l'assumer, comme tu dis. Mais il faut assumer, il faut l'assumer. Mais si tu vois, en France, personne n'assume rien politiquement, je parle. Oui, tout à fait. Puis c'est pas très compatible non plus avec l'idéologie française égalitaire. Voilà, on essaie de faire, d'apporter le même service à tout le monde, ce qui semble compliqué. Mais ça remet même aussi, si tu vas un petit peu plus loin dans la discussion, et là, je pense que beaucoup de gens vont pas être d'accord avec moi, mais mais j'assume en général ce que je dis. Mais si tu veux, est-ce que où est la différence entre la médecine et la dentisterie? Est-ce que de la dentisterie, c'est de la santé? Et il y a une partie de santé. Il y a une partie de la dentisterie qui est de la santé. Moi, quand j'ai travaillé à l'hôpital, à la Pitié-Salpêtrière, j'avais dit à ce moment-là, j'étais très fier de faire de l'endodontie, où vraiment chez des patients qui étaient malades. Ou parce qu'un traitement endodontique qui n'est pas de bonne qualité, il a des conséquences. Alors, tu peux avoir une conséquence sur un patient en bonne santé, bon, il va avoir une douleur, ou il va avoir une cellulite, ou voilà, une chique, là, comme disent les gens. C'est pas dramatique. Par contre, quand tu as un gamin, parce que j'en avais beaucoup, j'en ai eu quelques-uns, des gamins qui sont des enfants bulles parce que ils ont des T4 qui sont en bas, etc. Là, quand tu fais une endo sur ce patient-là, tu te dis, putain, si je rate, tu rentres dans la partie médicale.
Il y a un vrai risque. Maintenant, est-ce que tailler des facettes et faire des sourires, c'est du médical? Alors, c'est dangereux C'est une ce que bonne je dis question. là, hein. C'est Ouais, ce c'est que une je bonne dis, mais question, c'est comme la ceci dit. médecine, c'est comme la médecine esthétique. Est-ce que la Tout à médecine fait. esthétique est de On la peut en parler. médecine? Oui. La chirurgie esthétique, est-ce que la chirurgie esthétique est de la médecine? Alors, si tu veux, pourquoi ces sujets sont pas abordés, je vais te dire, parce que d'abord, il y a l'ego de dire on a un titre de docteur, on est profession médicale, et c'est le cas, parce que quand tu fais de la chirurgie, Mhm. tu rentres dans des trucs, ok, mais tu as aussi un problème de financement. C'est-à-dire que Bien si sûr. tu es dans la médecine, tu es assujetti à TVA. Mhm. Tu vois? Et donc, aujourd'hui, les médecins esthétiques, ma voisine qui est partie avec ses parents en Suisse maintenant, elle n'en pouvait plus du système, mais elle était médecin, elle est médecin esthétique et donc elle exerçait en France. Et Mhm. donc, tout ce qui n'est pas médical est assujetti à la TVA. Mhm. Je Les comprends. injections de Botox, des trucs de machin, etc. Donc, tu vois, donc là, c'est le serpent de mer. Parce que Alors, c'est-à-dire que le serpent de mer, c'est OK, bah, est-ce que les aligneurs, c'est de l'esthétique ou pas? Est-ce que c'est c'est ce de que la j'allais te médecine? dire. C'est vrai que c'est difficile de trouver, d'être sur le fil rouge de la limite entre ce qui est en fait la médecine, disons la science médicale réparatrice, qui va corriger un problème de santé, et puis la médecine qui va être qui va augmenter. Mais la différence entre les deux est compliquée parce qu'effectivement, comme tu dis, un traitement esthétique, qu'il soit Hum. dentaire ou autre, est-ce qu'il répare quelque chose ou est-ce qu'il répare pas quelque Bah, chose? tu vois, moi je me souviens quand j'étais au service militaire, j'allais voir un mec opérer un monsieur qui s'appelle Jean-François Andréani, un mec incroyable avec Hmm. Cantalou. Et eux, ils étaient chirurgiens plasticiens, c'est-à-dire qu'ils Ok. faisaient de la reconstruction. C'est un De hôpital gueule cassée, militaire, quoi. donc ouais, là, c'était même plus que ça, c'était un hôpital militaire, donc ils récupéraient. À l'époque, il y avait, je te parle de ça, 95, il y avait les D'accord. événements en Nouvelle-Calédonie, donc ils remontaient les gendarmes qui avaient pris des balles, etc., etc. D'accord. Donc là, c'est la chirurgie plastique et la chirurgie plastique Réparatrice pour le coup. est pas réparatrice, mais les chirurgiens esthétiques sont des chirurgiens plasticiens au départ. La Hmm. spécialité de chirurgie esthétique, alors je connais pas bien, et que les auditeurs m'excusent si mes termes sont pas bons, mais toute la chirurgie plastique n'est pas de la chirurgie esthétique. Mais effectivement, se refaire faire sculpter des abdos, par exemple, toi, on pourrait dire les chirurgies mammaires. Mais tu as les Hmm. chirurgies mammaires, donc tu as des femmes qui ont une poitrine qui est très importante, qui font une réduction mammaire. Ça, Tout à pour le fait. coup, c'est médical parce que ça a des conséquences. Et la conséquence peut être uniquement psychologique. Donc, c'est très difficile à évaluer. Et Hmm. puis, tu as d'autres personnes qui se disent, bon, moi, je vais me faire gonfler. Bon, je ne sais pas du tout si la prise en charge est la même, mais je pense. Ou un Je cancer du pense. sein et une reconstruction mammaire. Exactement. Voilà. Et donc, Hmm. c'est là où les limites, les limites sont très, très difficiles à poser. Hmm. Quand on pose des aligneurs à un patient, est-ce que c'est juste pour lui aligner les dents ou est-ce que Oui. parce qu'il a un trouble fonctionnel et qu'un trouble d'articulé peut avoir des conséquences? Voilà. Et c'est ça qui est très, très difficile. C'est les deux, évidemment, en même temps, j'imagine. C'est les deux en même temps, mais alors, c'est les deux en même temps, oui, sauf que tu vas avoir des situations où c'est purement esthétique, Mhm. des situations où finalement, moi, tu vois, je me suis fait faire un traitement avec une chirurgie orthognatique, etc. Franchement, l'esthétique, j'en avais rien à foutre. Moi, ce que je voulais, c'était retrouver une fonction. Bon, Ok. mais globalement, tu vas avoir des gens qui vont faire ça uniquement à but esthétique. À mon avis, à terme, ils le regrettent parce que vu comment tu prends cher, t'es dit que t'étais pas mal avant. Bah oui, tu peux avoir des douleurs post-opératoires quand C'est même, et horrible. puis C'est voir des horrible. complications, des choses comme ça, j'imagine. Mais par contre, moi, sur le plan fonctionnel, j'ai pu réouvrir la bouche, j'ai gagné quasiment 1 centimètre d'ouverture buccale, tu vois, donc il y a des choses. Et en fait, la dentisterie est très complexe là-dedans, c'est que, regarde les implants. Bon, tu peux Mhm. dire, ok, un mec, il s'est pas lavé les dents, et puis il a perdu ses dents, et puis un jour, on lui met des implants. Bon, Mhm. la sécurité sociale ne rembourse pas les implants. Et puis, tu as des gens, tu as des pathologies lourdes, où les gamins, ils naissent sans dents. Et Mhm. le seul moyen, c'est d'en mettre des implants. Et ben, ils rentrent pas dans ce truc. Alors, tu as t'as une espèce de parcours de combattants par l'hôpital, par les trucs, tu as des prises en charge qui sont très partielles, mais qui D'accord. sont très très loin voilà. Donc finalement, à ne pas vouloir prendre des décisions, ils mettent des gens sur le bas-côté Mhm. et qui sont dans des situations absolument inextricables. Je comprends, parce que tu as des cas particuliers, en fait, qui rentrent pas dans les cases, quoi. Exactement. Et ça repositionne Ok. vraiment, ça pose vraiment, ça permet de discuter la place de la dentisterie. Est-ce que la dentisterie est une discipline médicale? Et là, j'ai tout le monde qui va me dire, mais comment Simon, il pose la question? Bah oui, je la pose la question parce que moi, faire des facettes, c'est pas un acte médical. Alors après, on va me dire, oui, mais tu Ok. comprends, dans le relationnel avec les autres, c'est important, le sourire, toi. Où est la limite? Je sais pas. Non, mais je suis d'accord, mais allons dans ton sens, du coup. Ça veut dire, est-ce que tu serais favorable, du coup, à l'existence d'hygiénistes qui Bah prennent en oui. charge des actes, du coup, qui ont pas besoin, entre guillemets, d'être faits par des chirurgiens dentistes diplômés, mais qui peuvent être faits par d'autres personnes qui sont compétentes aussi, bien sûr. Et donc, décharger une part de la dentisterie actuelle sur ce type de compétences et de personnel? Bien sûr, absolument. Oui.
Alors peut-être pas la taille des facettes, mais tout ce qui est... moi, si tu veux, encore une fois, j'ai vécu 2 ans en Angleterre, il y avait des hygiénistes. Les Mhm. hygiénistes, les gens prenaient rendez-vous tous les 6 mois pour aller faire leur détartrage. Ok. T'as pas besoin d'une formation de bac+12, d'avoir fait de la dentisterie, un DU, un machin, pour aller faire un détartrage en profondeur. Mais pourquoi on Les fait pas en hygiénistes... France alors? Je comprends pas parce que j'ai interviewé Jean-Marc Derceau il y a pas très longtemps là-dessus. Hmm, Ça me semble incompréhensible cette histoire hmm. de pourquoi des choses qui semblent de bon sens pour le coup. Tu vois, je suis pas chirurgien dentiste. Tu m'expliques un truc qui est assez simple. Pourquoi c'est pas fait? C'est du corporatisme, c'est du Oui, bien manque sûr. de clairvoyance politique, stratégie. Non, non, c'est pas un problème de clairvoyance. Je pense que c'est. En plus, si tu veux, on est dans un pays où on a vraiment. Alors maintenant, ça commence à se rééquilibrer un peu, mais on est dans une pénurie de professionnels qui Énorme. était inquiétante. Nous, à Rouen, alors là, maintenant, ça va aller un peu mieux avec le zonage où les Parisiens ont plus le droit de s'installer, donc ils vont commencer à prendre le train pour aller travailler. Mais ce que je D'accord. veux dire, c'est que globalement, tu avais un détartrage, enfin, un patient qui vient de prendre une demi-heure pour faire un détartrage, si tu veux le faire correctement. Financièrement, t'es pas rentable, intellectuellement, c'est pas waouh. Mhm. Voilà, ce qui est intéressant, c'est la prise en charge d'un patient qui a une vraie maladie parodontale, avec des curetages profonds, mais l'entretien n'est pas très intéressant. Je Aujourd'hui, comprends. je pense que 100% des parodontistes sont pour la profession d'hygiéniste. Mhm. Voilà, te dire pourquoi ça bloque, je l'ai jamais compris. Je pense que c'est un vrai problème de corporatisme. Il y a des vraies Ok. politiques derrière. C'est si on les fait rentrer, qui les forme? Est-ce que c'est l'hôpital? Est-ce que c'est la fac? Est-ce que c'est le privé? Est-ce que c'est voilà, quel est le prérequis pour y rentrer? D'accord. Quand tu prends le système anglais, il est très très bien fait. Le système anglais, tu as l'hôpital, le dental hospital, et moi Mhm. j'y allais, et tu avais l'école d'assistante dentaire, elle était dedans. Donc D'accord. toi, tu étais étudiant, tu travaillais avec des assistantes qui étaient apprenties assistantes. D'accord. Donc c'est l'hôpital Et qui forme puis, tout le monde. Assistante ils forment tout dentaire, le chirurgien monde. dentiste. Ok. Exactement, ils forment tout le monde, et les assistantes, et les hygiénistes. Et tu avais même les thérapistes. Les thérapistes, ce sont des hygiénistes qui avaient le droit de tailler des petites cavités, elles ont le droit de faire des petites anesthésies. C'est extrêmement réglementé, et Ok. personne s'en plaint. Tu as Bah beaucoup non, moins de pourquoi? dentistes, beaucoup moins de dentistes par habitant en Angleterre qu'en France. Bah, ça semble du bon sens, effectivement, mais bon, Ça je semble du creuserai le bon sujet. sens. Non, non, c'est un. Et c'est le. Alors lui, c'est pareil. Moi, j'entends parler des hygiénistes depuis que je suis sorti de la fac. Alors D'accord, maintenant, oui, ils donc les ça avance appellent. pas vite. Ils veulent les appeler assistants de niveau 2, ils les appellent comme ils veulent, mais ils en veulent pas, en fait. Ouais, Ils en veulent bon. pas. Tu as des syndicats qui en veulent, d'autres qui en veulent pas. Tu as des blocages, et puis tu sais, quand tu veux pas que les choses avancent, elles Oui, avancent tu peux pas. bloquer. Oui, je comprends. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière parce qu'en fait, je voudrais explorer d'autres pistes. On discute, mais le temps passe très vite. Et je me demandais, donc, tu me disais que la profession d'endodontiste, bah, du coup, il y a quand même de la formation. Donc, il y a des, peut-être ça évolue un petit peu. Il y a de plus en plus peut-être d'endodontiste, même si ça évolue pas peut-être très rapidement. Tu me disais que c'était lié, cette discipline-là, quand même, aux évolutions technologiques qui ont été assez importantes dans cette discipline. Et je voulais savoir, du coup, si c'est grâce à ces choses-là aussi que l'entrepreneuriat t'a intéressé et que tu as voulu inventer de nouvelles choses dans cette discipline-là? Est-ce que c'est les évolutions technologiques qui t'ont amené à l'entrepreneuriat ou ça n'a pas de lien? En fait, ce qui est assez marrant, c'est que souvent, quand les gens pensent dentiste, ils pensent boucheur de trous, en fait. Hmm. Personne, tant que tu n'es pas dentiste ou famille dentiste, personne ne sait ce que c'est qu'un métier de dentiste. Et Mhm. en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce métier, il prend en charge, et tu dois t'intéresser à la biologie, tu dois Mhm. t'intéresser à la mécanique, tu dois t'intéresser aux matériaux, tu dois t'intéresser à la techno, à Bien l'intelligence sûr. artificielle aujourd'hui. Donc, en gros, si tu as, une appétence pour quelque chose, tu peux l'exploiter et en faire, voilà, et l'enseignement également. Et donc, pourquoi je suis devenu entrepreneur, c'est que bon, j'ai été 15 ans, 14 ans universitaire et Mhm. que au départ j'étais profession libérale, je suis devenu universitaire et je me suis rendu compte que en fait j'étais pas fait pour ce système. Le système n'est pas fait pour moi, peu importe, mais moi je suis pas fait pour D'accord. le système. Et donc je suis reparti dans mes premiers amours, c'est-à-dire la liberté d'intervenir. Et Ok. comme j'ai toujours enseigné depuis, ma première conférence a été en 2000, grâce à Jean-Yves Cochet, et depuis j'ai toujours fait des conférences et j'aimais ça. En fait, j'aime transmettre. Ok. J'aurais pu être enseignant, maître, je sais pas quoi, maîtresse, j'en sais rien. Mhm. Mais Bah, tu es donc, enseignant. Si tu fais des voilà, et conférences et que tu j'étais fais. vraiment enseignant dans l'âme, et c'est Pierre Machtou qui m'avait dit, mais il m'avait fait remarquer ça, il me dit qu'en fait, ce que vous aimez, c'est enseigner. Et c'est Mhm. vrai. Mais par contre, je m'étais toujours rendu compte que moi, si je comprenais pas les choses, je pouvais pas les expliquer. Ah, c'est clair. Et si quelqu'un n'arrivait pas à m'expliquer les choses, c'est que lui-même les avait pas compris. Mais j'ai mis du temps à Absolument. comprendre ça. Mhm. Et donc on me disait, mais ça s'apprend par cœur. Et ça, c'est pas vrai. Et en fait, c'est Pierre Machtou qui m'a Ah, vraiment, qui est vraiment mon mentor pour beaucoup de choses, et notamment là-dessus. C'est que Pierre, il m'a fait comprendre que quand tu as ce qui se conçoit bien s'énonce clairement.
Ouais, j'allais te citer cette phrase-là, c'est Boileau, c'est super ça. Et quand tu commences à bégayer sur un truc, c'est que tu te rends compte que... Et en fait, le meilleur moyen de savoir si tu maîtrises bien, Mhm. c'est d'aller enseigner. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Et donc, de l'enseignement, j'en ai fait à l'université. Puis quand tu quittes l'université, soit tu deviens un peu conférencier à droite à gauche, mais moi, vraiment, c'était un truc, je voulais innover dans la pédagogie. Et donc, pour Mhm. ça, il fallait créer une structure D'accord, qui permet de le faire. Et c'est comme ça qu'avec ma conjointe, qui est pas ni dentiste ni enseignante, elle était Mhm. inspectrice du travail. D'accord. Voilà, moi, j'avais suivi en 2006, pendant que j'étais en Angleterre, une formation au e-learning, à la pédagogie digitalisée. Et la première chose que m'avait dit le mec dans son cours, je me souviens très bien, Gilles Perrier, il s'appelait, il disait, le e-learning n'est pas un problème de technologie, c'est un problème en gros, c'est un problème de pédagogie. C'est-à-dire que tu n'enseignes pas avec le digital comme on enseigne dans un amphi. Mhm. Et ça m'est toujours resté. Et donc, en 2017, quand je sentais que j'allais pas faire de vieux os à l'université, on a monté cette structure qui s'appelle Endo Academy et qui, au départ, était vraiment destinée à faire de l'enseignement digitalisé. Moi, je m'étais Ok. rendu compte que pour faire une vraie formation en endo, il faut du temps. Tu fais pas ça en 2 jours. Donc, il fallait 4, 5, 6 jours. Mais que la cible, entre guillemets, idéale, c'était le jeune praticien. En fait, moi, mon persona, c'était la jeune praticienne qui est sortie depuis 2, 3 ans, qui vient d'acheter son cabinet, qui a un enfant et qui peut pas se permettre financièrement et familialement de partir 5 fois 3 jours pour aller se former. Je Et donc, comprends. j'avais eu cette idée de se dire, on va faire du blended learning, c'est-à-dire tout ce qui est cognitif, on va l'enregistrer avec une technique de pédagogie digitale. Et derrière, on va faire venir les gens que 2 fois une journée pour leur faire la partie pratique et donc avec la connaissance acquise. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Endo Academy. D'accord. Et donc tout à l'heure, tu disais, c'est un organisme de formation en digitalisé, mais en gros, on fait beaucoup maintenant de formation en présentiel aussi. D'accord. Mais surtout, l'originalité, pour moi, elle est dans le blended. C'est on fait moitié digital, moitié présentiel. Ok, Voilà. c'est bien. Et c'est un bon équilibre sans doute pour effectivement bénéficier des deux techniques, quoi. Exactement, c'est-à-dire que tu as le temps, tu as la possibilité en tant qu'enseignant, on a la possibilité de délivrer tout ce qu'on veut dire. Mhm. Les gens ont la possibilité de retourner, parce que tu sais, quand tu es Mhm. dans une salle et que le mec il te dit un truc, tu as pris des notes, Ouais, tu as pris une mauvaise note, eh ben, tu as pris une mauvaise connaissance, si tu veux. Donc tout à là, fait. c'est de se dire, bah, écoute, voilà, c'est bizarre ce qu'il m'a dit, je comprends pas la conicité, la concentration, machin. Et donc, tu peux y retourner autant de fois que tu veux. Et toi, en tant qu'enseignant, pour captiver les gens, il faut que, tu vois, les capsules, ce qu'on appelle des capsules, il ne faut pas qu'elles dépassent 8 à 10 minutes. Mhm. Et donc, en 8 minutes, tu dois faire passer un message. Donc, à chaque capsule, moi, avant d'écrire une capsule, de l'enregistrer, j'écris quel message je veux faire passer, je pose la question, je donne la réponse. Voilà. Et là, tu as 8 minutes pour le faire. Et Très donc, par clair. contre, une formation, c'est un enchaînement de capsules de 8 minutes. Et donc, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le temps, tu n'as pas la place pour le E, le machin, la petite blagounette, c'est straight on, Droit au des but. trucs. Voilà. Tout à fait. Droit Donc, si au je comprends bien, but. toi, t'as entrepris, toi, finalement, pour transformer et innover en Ouais. transmission, en enseignement. Mm, C'est ça qui t'a motivé. mm, Et ça veut dire que la matière qui te concerne, qui est l'endodontie, et je suppose quand même, enfin, tu m'as dit déjà tout à l'heure, est enseignée dans les facultés dentaires en France, mais du coup, mm. elle va pas, j'imagine que tu essaies de faire mieux et que tu essaies de faire plus innovant comme formation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la formation en France en général et en particulier en endodontie? Comment ça Après, se moi, passe? je dis pas que je fais mieux. On vient compléter D'accord. ce qu'on n'a pas le temps de faire. Si tu veux, en formation initiale, c'est vrai que c'est long, ça dure 6 ans. Tu retires la première année, qui est une première année de commune à Concours. la médecine. Donc, tu as 5 ans pour tout enseigner. Ok. Et l'endodontie, en fait, les principes de base sont enseignés à l'université et ils sont Hmm. plutôt bien faits dans la majorité. Je connais pas tous les programmes de toutes des 15 facs en France, mais Hmm. j'ai plus de doutes sur les petites facs qui viennent de s'ouvrir parce que je sais pas trop comment ils font. Mais sur le basique, je pense que ça c'est fait à peu près correctement. Après, nous, on vient, une fois que les gens sont sortis, et si tu veux, dans leur formation, ils ont 3 ans de clinique, et quand ils ont fait 4 ou 5 traitements de dévitalisation en 3 ans, c'est un grand maximum. C'est ce qu'ils vont Hmm. faire en une semaine dans un cabinet. Donc, il y a un D'accord. moment, si tu veux, ils se disent, oh là, je pensais avoir compris, mais j'ai pas tout compris. Ouais. Donc, et là, à un moment, ils vont venir chercher de l'info, ils vont chercher à se former pour se Ok, dire, je OK, comprends. voilà mes problèmes, et viennent résoudre leurs problèmes. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment une formation continue supplémentaire après la formation C'est initiale, quoi. exactement ce qu'on appelle la formation continue, mais comme les facettes, si tu veux, l'esthétique, on leur en parle, je pense, à l'université, mais c'est pas parce que tu as taillé une facette que tu sais faire de l'esthétique. Donc, voilà. Et l'offre de formation s'est beaucoup, beaucoup développée depuis une dizaine d'années.
Non pas parce que l'université faillit dans son devoir, je ne le pense pas. Mhm. Enfin, pas partout en tout cas. La majorité des cas, je pense qu'ils font le job largement, mais parce que ils ont plus le temps en 5 ans de tout transmettre, si tu Ouais, veux. c'est normal. Ok. Et voilà. Et est-ce que les compétences entrepreneurs, du coup, que tu as dû avoir pour monter ces formations-là et cette école, entre guillemets, est-ce que ça a été facile à faire? C'est la continuité de ton travail de chirurgien dentiste précédent ou tu as vraiment dû te former sur des choses particulières? J'ai vu que tu as fait une formation à l'EM Lyon avec Zilberzan, qui est une personne très intéressante. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Est-ce que c'était un saut qui était difficile ou non? C'était plutôt la continuité de ce que tu avais fait avant et tu t'es formé encore une fois? En fait, quand je suis rentré à la fac en 2001 avec Pierre Machou, je me suis formé. Après, j'ai continué à me former. Donc, j'ai appris une technique, j'ai appris une façon d'enseigner, etc., etc. Après, quand tu veux aller à l'université, quand tu veux monter, il faut faire de la recherche. Bon, c'était absolument pas dans mes objectifs, mais Pierre Machou me dit, ouais, vous lui faites un petit truc, ça va passer, etc. Et en fait, j'ai commencé à rentrer dans la recherche, et comme toujours, je me suis passionné pour ce truc-là, et je suis allé jusqu'à mon HDR. Mais je suis rentré vraiment dans l'excessif. En fait, si tu veux, ça, c'est un de mes défauts, c'est que je ne peux pas faire un truc à moitié. Et donc, à un Ok, moment, je deviens monomaniaque. C'est mon one thing. Et mon one thing, ok, c'était d'avoir une thèse après pas une HDR. L'HDR, je l'ai eu parce que ça me passionnait. Et ok. je suis toujours passionné par la biologie. Et donc, à un moment donné, quand je suis arrivé en haut du truc, je me suis dit, bon, bah, là, maintenant que je commence à me faire chier. Mm. Et donc, on avait monté ce truc-là. Et très vite, tu te rends compte qu'au début, tu as 15 inscrits. Tu vois, en Do Academy, la première année, on a formé 24 personnes, je crois, ou 17, ou entre 17 et 24 personnes. Et aujourd'hui, on en forme 650. C'est pas le même job. Ouais. À l'époque, on était tout seul avec Camille. On avait notre job. Enfin, moi, j'étais à la fac la journée. Elle était à l'inspection du travail. Le soir, on bidouillait. Aujourd'hui, on a 9 personnes à temps plein qui travaillent quasiment pour Ah nous. oui. Et on fait intervenir 62 formateurs. On n'est pas du tout sur le même truc. Et donc, à chaque fois que tu passes un cran, bah, tu t'adaptes. Et moi, il y a un moment où on avait besoin de fonds pour fabriquer une salle de TP mobile, etc. Donc, on va voir les banquiers. Putain, le mec, il me parlait. Franchement, pour moi, il me parlait une autre langue. Et est Mm. arrivé le Covid en 2020. Et là, dans une discussion avec Camille, on se dit, bon, bah, il y a un truc, c'est que là, on va pas pouvoir, si on continue à scaler, enfin, à progresser, Mm. va falloir qu'il y en ait au moins un des deux qui aille apprendre un minimum de vocabulaire. Et il se trouve que voilà, elle m'a dit, bah, écoute, moi, j'aurai un deuxième enfant, j'ai pas voir le truc. Donc en 2020, septembre 2020, j'ai fait ma rentrée à l'EM Lyon en faisant un executive MBA. Et j'ai D'accord. été passionné. Passionné Ouais. parce que c'était nouveau, je connaissais rien, j'avais tout à apprendre. C'était magique. Super. Alors, c'est quel format ça, du coup? Ça dure combien de temps? À quelle Ça fréquence? dure. Alors, c'était un peu perturbé parce qu'on était en queue de Covid, tu vois, c'est le Ah deuxième oui, oui. confinement. Ça dure 2 ans, quasiment, pas loin. D'accord. Et alors, je dis un executive MBA, c'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est fait partie de l'executive MBA, mais j'ai arrêté avant la fin parce que j'ai pas fait le stage à l'étranger. Là, D'accord. pour le coup, ça allait trop loin pour moi et j'avais pas le temps. Mais en fait, tu vas par tranche, c'est une fois par mois, je crois, il y a 4 jours. D'accord. Et donc, tu as de la finance. Et moi, j'ai été passionné par la stratégie. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la doyenne qui s'appelle Ariane Berdal, qui m'avait formé, et que vraiment, je suis un de ses poulains, et c'est vraiment ma mentor scientifique. Mhm. Et un jour, bon, elle a été très, très vexée que je m'en aille de l'université. Puis, quand elle a arrêté de faire la tête, on s'est reparlé et on se parle très souvent maintenant. Mhm. Et je lui avais dit, je lui ai dit, tu sais, je fais un truc, la stratégie, c'est génial, machin, etc. Elle m'a dit, mais en fait, t'aimes la stratégie parce que c'est de la recherche. Et là, je me suis dit, putain, c'est pas con. Et en fait, en recherche, tu as une hypothèse, tu fais une expérience, tu as une conclusion, tu réorientes ton hypothèse. En Mhm. stratégie, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu as des hypothèses, tu Mhm. supputes que les choses pourraient se passer comme ça, tu mets Tu en œuvre testes. et tu Ouais. mesures. Voilà. Donc, en biologie, tu mesures des concentrations, du nombre de cellules. En business, tu mesures des KPI. Voilà. Donc, c'est une formation qui t'a apporté beaucoup pour ton business. Si t'avais Énorme. pas fait ça, ça aurait été très différent. Ça m'a apporté énormément en termes d'ouverture d'esprit. Tu sais, moi, j'étais enfermé dans le canal, dans les canals, dans les cellules. Et il y a un Mhm. moment où j'avais oublié qu'il y avait une vie de société à côté. Et là, je me suis retrouvé avec des mecs qui avaient des sociétés qui n'avaient absolument rien à voir. Personne ne me connaissait. Et D'accord. le cours de stratégie avec Franck Bénédicte, c'était génial. Et c'est là que j'ai rencontré Philippe Silbertsan, qui est le spécialiste de l'innovation. Ça, c'était un grand moment, ouais. Un grand moment.
Ok. Voilà. Merci, très très clair. Je voulais juste avancer parce que le temps passe aussi sur du coup ton activité de podcast. Ouais. Donc ça, c'est aussi une activité entrepreneuriale ou est-ce que c'est quelque chose qui est à côté de l'ordre plutôt du loisir? Comment tu considères ça? Et comment c'est venu dans ton parcours? Est-ce que c'est concomitant de ton entreprise de formation? Est-ce que c'est venu plus tard? Est-ce que tu peux nous parler un peu des gueules du dentaire? Ouais, bien sûr, bah, on a fait le numéro, on est arrivé à 100 là, donc le 100 c'était l'arroseur Bravo. arrosé, c'est moi qui était enregistré par un de mes collègues qui s'appelle Sébastien Meloul. Comment c'est arrivé? Eh ben, tout simplement quand tu fais dans la démarche justement de l'entrepreneuriat, tu comprends, et à un moment c'est des ficelles, c'est qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente, comment tu attires des gens, comment tu fais du truc. Et en fait, dès le départ, on avait fait une chaîne qui s'appelait les réponses d'experts. Mhm. C'est une chaîne YouTube où tous les premiers mardis de chaque mois, et donc ça c'est depuis 2017, depuis qu'on a lancé l'histoire, on publie une petite vidéo de 8 à 10 minutes où je réponds à une question. Et donc ça, c'est ma fierté aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les mardis, tous les premiers mardis de chaque mois, elle tombe, sauf en juillet-août. Et voilà, et on continue ce truc-là. Et la chaîne, je crois, on a 17 ou 18 000 abonnés. Oui, j'ai vu 18 000 abonnés à un moment donné, oui. Voilà. Et donc, Bravo. c'est là que tu te dis, en fait, et souvent quand on posait la question aux gens, comment vous nous avez connus? Parce que ça fait partie des questions que tu poses. Mhm. Il y en avait un sur deux qui dit, bah, quand j'étais étudiant, je regardais vos réponses d'experts. D'accord. Et Donc c'est un là, canal effectivement très important exactement. de Et c'est assez notoriété. marrant. Et c'est assez marrant parce que quand j'ai eu cette idée-là, je peux te dire exactement où j'ai tourné le premier. C'était à la Thèse de Buc, à côté de Arcachon. Oui. Et ma conjointe qui me dit toujours, mais tu me fais chier avec tes histoires, qu'est-ce que tu vas t'en gagner là-dedans? J'ai dit, de toute façon, on va attirer des gens, tu vas voir, ça va marcher. Et là, aujourd'hui, si tu veux, quand elle voit 18 000 abonnés, elle dit, ouais, il avait raison. En fait, on attire des gens, on fait du contenu, et on voulait pas faire du contenu de merde. Et puis, pendant le confinement, il y a Florence Etcheverry qui a un Mhm. podcast qui s'appelle Parole de dentiste, je crois, un truc comme ça. Ouais, Et entretien avec un dentiste, je crois. Entretien avec un dentiste, exactement. Mhm. Et donc, elle m'appelle, elle me dit, voilà, on se connaît pas, mais je voudrais me lancer dans le podcast. Je sais pas, est-ce que vous accepteriez de répondre? Et puis, elle me fait l'interview comme ça, de un quart d'heure, 20 minutes. Je sais même pas s'il a été publié le truc. Enfin, c'était une demi-heure, vraiment. Et donc, ensuite, je dis, bah, ouais, c'est sympa comme truc, etc. Et donc, elle m'explique comment elle en est arrivée là et qu'elle écoutait beaucoup Mathieu Stéphanie sur Génération Do It Yourself. D'accord. Et donc, je me suis mis à écouter ça et je suis j'ai eu une addiction au podcast. Même aujourd'hui, j'en écoute entre 3 et 5 par semaine, D'accord. systématiquement, en français et en anglais. Et, et puis à ce moment-là, je me suis dit, tu vois, il y a un truc que j'avais un parcours qui était quand même très particulier. Je rencontre des gens, beaucoup de gens connus ou moins connus, mais qui avaient des vies pas possibles. Et le premier qui me venait en idée, c'était Pierre Machtou. Moi, je connaissais son histoire, pourquoi il était devenu endodontiste alors qu'il voulait faire une fac d'histoire, ou une fac d'histoire médiévale, là, ou je sais pas quoi. Et je me dis, c'est quand même con que moi je le sache et que les autres ne le sachent pas. Et donc, c'est comme ça qu'est né le podcast Les Gueules du Dentaire. Et donc, au début, c'était toutes les semaines. Après, c'était un petit peu plus long parce qu'il faut trouver les gens, la disponibilité. Et oui, je crois on est à 16 ou. On est à 100, non, non, on est à 140 000 écoutes, je crois, un truc comme ça sur tous les trucs. Mais c'est un format podcast long. C'était Mhm. aussi ma volonté, c'est de donner du temps aux gens. Voilà. Ouais, pour poser un petit peu les choses, qu'on puisse s'exprimer Ouais, tranquillement. ouais. Bah, écoute, merci parce que tu fais partie aussi d'une des personnes qui m'a donné envie de faire mon podcast, donc je te remercie. Et c'est vrai que ça, c'est un exercice qui est intéressant et puis ça permet de rencontrer aussi plein de gens et de comprendre plein de choses qu'on n'aurait pas compris par ailleurs et d'être au contact de gens inspirants. Donc oui, c'est un exercice qui est très intéressant. Je voulais, pour bientôt finir, puisqu'on s'approche de la fin, avant de finir, quand même parler un tout petit peu de ta vie personnelle, parce que j'ai pu comprendre que tu avais 6 enfants. Ouais. Et comment tu arrives à jongler entre toutes tes activités, podcasts, formation, cabinet libéral, conférences, vie perso? Est-ce que tu arrives à jongler et comment tu gères ton temps, quoi? C'est tout simplement ça la question, quoi. Alors, je pourrais te dire, je suis très bien organisé, ce qui est absolument faux. Mais absolument Mais faux. c'est très dur, c'est très dur. Comme tu vois la gueule de mon bureau, ça reflète très bien ma On le personnalité. filmera pas. Non, j'ai la chance de vivre avec, Camille qui me comprend et qui ne me bride jamais. C'est-à-dire, Mhm.
même quand elle sent que là où je vais, il faut pas y aller, elle me laisse y aller pour que je m'en rende compte moi-même. Et Oh, ça, tu c'est dois une être intenable force. de toute façon, toi. Je te sens que tu as une énergie, tu as un dynamisme. J'imagine quand tu as un truc qui te passionne, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arrêter, quoi. Alors, souvent, parce que quand je commence à dire, voilà, je vais faire ça, c'est que moi, c'est une réflexion, mais que je fais intérieurement depuis longtemps. Je J'ai un comprends. cerveau qui est un peu en ébullition. Toi, ça fait un peu le mec. Non, en fait, j'ai un cerveau qui s'arrête jamais. Et c'est là où, D'accord. d'ailleurs, c'est un problème, parce que quand je Ouais, décide de prendre des vacances, il faut que je prenne au moins 4 semaines. Parce qu'il me faut au moins je 10 comprends. jours Pour te poser pour me complètement, quoi. foutre en shutdown. Et Ouais. alors, tout le monde, toi, on pourrait dire, ouais, c'est génial. En fait, c'est horrible à vivre. C'est horrible à vivre parce que tu t'es jamais dans le temps présent. Mm. Voilà, tu vois, j'ai pas les grandes phrases. Moi, j'ai le temps pour ma famille, le temps pour moi. Non, 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 en mais je fait, tout comprends. est mélangé. En Et plus, tu je es toujours dans travaille avec l'action. Camille. Je suis toujours dans l'action. Oui, Et en fait, la routine, pour moi, est la mort. je comprends. Et tu vois, il y a un moment, j'aime pas les fins. J'aime pas les fins. Par exemple, l'HDR, j'ai mis du Mm. temps à passer mon HDR. J'aurais pu la passer en 2014. Et Ariane me poussait parce qu'elle voulait que j'ai l'HDR, que j'ai le poste de PU, etc. Et en fait, inconsciemment, euh, le fait d'arriver à l'HDR, c'était le but du truc. Et Mm. derrière, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que des emmerdes de management, de tout machin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que 2 ans après, je partais. Tu vois, Je donc comprends. il faut que faut que j'ai toujours un coup d'avance. Et d'ailleurs, ça m'a sauvé dans pas mal de choses. C'est d'avoir toujours un moyen de. Tu vois, dans la boîte, on me dit toujours, oh, Stéphane, il a un plan B. Et c'est vrai. Il peut Ouais, je m'arriver comprends. quoi que ce soit, j'ai toujours un plan B. Ouais, je comprends. Et c'est bien. Et Mais ça veut dire que tu as toujours un projet en action, quoi. Et effectivement, t'as pas envie d'être retrouvé sans rien à un moment. ouais, et je m'intéresse à tout, tu vois. Alors, je veux dire, en ce moment, je suis intéressé par l'IA. Alors, effectivement, c'est à la mode. Mais en Mm. fait, l'IA, je m'intéresse pas à ChatGPT, je m'en fous comment ça fonctionne. C'est Mm. vraiment pourquoi on est arrivé à l'IA. En fait, tu te rends compte que l'IA existe depuis les années 60. Ouais, tout à fait. Tu vois, c'est pas un truc qui est arrivé comme ça. Donc aujourd'hui, tu peux pas ouvrir Facebook sauf qu'il y a un mec qui te vend son application. Mais Mm. voilà, et de se dire, les choses vont changer. Et je refuse, moi, de me dire, de faire partie de se dire, c'était mieux avant. C'est mon Ah, je suis truc. d'accord avec toi. Et c'est le mec qui te dit c'est mieux avant, bah, pour moi, c'est que t'es mort. Ouais, je comprends. Et tu crois qu'en parlant de l'IA, ça va changer des choses pour votre profession à vous? Ah oui, Peut-être pas oui, juste en endodontie, mais dentisterie en général? oui. Bah, c'est une révolution. De toute façon, c'est l'IA, on voit l'IA. Dans Mais tu vois l'IA, sur t'as quand certains même aspects où ça peut vraiment impacter dans les prochaines années, oui. je veux dire, assez rapidement, tu vois des trucs qui Là, peuvent bouger. le jour où j'écoutais un podcast d'un Américain, je sais plus son nom, qui disait 2025 est l'année de l'IA, je pense qu'il a raison. Hmm, T'as qu'à voir l'accélération qu'il y a eu. Alors, on te parle de ChatGPT, de DeepSeek, etc. Mais là, il y a Gork qui vient de sortir. Donc, en fait, c'est hmm. celui qui sortira son plus gros truc. Mais C'est vrai que ce les qui est produits sont intéressant, mûrs, les produits fonctionnent. Donc les produits effectivement, sont mûrs et on peut il se l'utiliser passe des choses. industriellement. Par exemple, Hmm, Allison est un logiciel qui a connu un essor. C'est eux enfin, si tu veux, c'est l'avantage et la difficulté d'être le premier. Quand tu arrives sur un truc, le marché est pas mûr, donc t'es pas compris. Et puis une fois que tu commences à être compris, bah, tu as pléthore. Ton système aussi, tu vois, dès que tu vas foutre de l'IA, que tu vas vraiment pousser l'IA dedans, bah, il te permet de faire des choses. Là, je suis en train de tester un logiciel d'analyse et de segmentation d'images d'ICOM, de CBCT. ok, En 5 minutes, le truc, il te segmente n'importe quelle dent. Tu peux l'exporter, tu peux l'imprimer en STL. Enfin, on, d'accord. on est et puis, en fait, on est dans un truc dont on aurait pu rêver. Là, ce qui fait peur, et c'est la dentisterie a toujours été comme ça face à l'innovation. Toi, c'est les caméras intrabuccales, pareil, Hmm, c'était inévitable qu'on irait là-dedans. tout à Mais fait. il y a 5 ans, le mec dit ah, c'est de la connerie, tu vas voir, machin, les aligneurs. Et en fait, à chaque évolution, tu as un blocage. Et là, l'IA, c'est qu'en fait, les gens associent l'IA à ChatGPT, mais ils n'ont pas vu l'automatisation que permettait l'IA. Hmm. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis c'est quand même un milieu assez conservateur, il faut le dire aussi, les chirurgiens dentistes. J'en ai pas mal autour de Bien moi. sûr. Et c'est vrai que certains sont assez geeks, mais d'autres sont quand même assez rétifs à l'adoption d'innovations rapidement, quoi. Ils attendent de voir que ça marche. Ils ont pas envie de t'emmerder dans leur pratique quotidienne, quoi, avec de Ils nouvelles ont choses. peur. Hein. Ils ont peur, Oui, si ils ont tu veux, c'est peur. comme les enseignants. Une de mes raisons de mon départ de l'université, c'est que moi, je travaillais sur le e-learning. Je voulais vraiment impliquer, intégrer le e-learning dans l'enseignement pour que les Hmm. gens soient libérés pour aller faire plus de formations Ah oui. en one-to-one, si tu veux, au fauteuil. Bon. Mais ils ont Il y peur a de eu, quoi? et ils ont peur parce que eux, toute leur carrière a été de faire des cours sur un pupitre. Hmm.
et que globalement, ça les emmerde à faire le cours, mais ça les excite aussi. Et donc là, tu leur retirais le pupitre, et ben, ils se disent, voilà, plutôt que de se dire, ouais, ça va être top, on va faire autre chose, et puis on va pouvoir diffuser. Aujourd'hui, quand tu regardes les MOOC, à Harvard, etc., c'est complètement internationalisé. Tu as l'EDEC qui fait des cours en ligne, tu as l'EM Lyon qui te fait Tu vois, donc en fait, plutôt que de voir ce truc en disant, toi, le Garancière, à l'époque, aurait accepté ce projet de e-learning. D'abord, ça leur a permis de passer le Covid de façon un petit peu différente. Tu vois, et il y avait un engouement là-dessus. Bon, j'ai été freiné, je n'ai pas voulu pousser, peu importe. Mais à ce moment-là, le e-learning aurait pu se vendre. L'université aurait pu aller se dire, OK, bah, nous, on a des trucs pour les étudiants et on se développe, et de vendre ça à la profession. Et en fait, il y a un blocage là-dessus, c'est que c'est effectivement un milieu qui est très conservateur. Il n'y a pas que ça non plus, hein, mais tu as un gros noyau qui est conservateur, et ils ont peur du lendemain. Ils ont peur de l'inconnu, en fait. Alors que de toute façon, et c'est là où c'est incroyable, c'est que de toute façon, l'inconnu va arriver. Et tout à fait, c'est ce qu'explique Zilberzan. De toute façon, c'est inévitable, en fait. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, ça va arriver. Donc, il vaut mieux s'y adapter. C'est inévitable. L'innovation est inévitable, sinon ton métier, il est mort. Oui. Et donc, les radiologues n'ont rien vu venir. Aujourd'hui, tu fous un CBCT dans une machine, en 4 minutes, tu as un détail dent par dent. Alors que les mecs, ils savent pas même. Tu vois, et donc, par contre, tu continues à avoir des radiologues qui vont faire des actes extrêmement spécifiques, des biopsies sous rayon, des choses comme ça. Mais le radiologue de ville, il est mort. D'ailleurs, ils ont tous été rachetés par des fonds de pension. Les biologistes sont morts. Tu vois, et globalement, on a beau dire, oui, nous les dentistes, de toute façon, que dalle. Moi, j'étais à l'IDS il y a 2 ans. Un stand sur 2, c'était des robots qui mettaient des implants dans des mâchoires. Hein. Oui, alors justement, j'ai te demandé ça parce que il me semble que l'année 2025 va être aussi l'année de l'IA qui s'applique à la robotique, parce qu'il y a beaucoup d'avancées en robotique, et il me semblait par ailleurs que votre métier était relativement protégé, entre guillemets, pour l'instant, par ces innovations, parce que précisément, il y avait un acte manuel que tu faisais dans la bouche du patient, et donc qui était un petit peu plus compliqué peut-être à automatiser. Est-ce que effectivement en 2025, on va voir des choses arriver? Moi, je les connais pas, peut-être tu peux nous en parler si tu connais ces innovations-là, mais il y a des robots qui plantent des implants tout seul, quoi. Bien sûr, tout seul. Et je crois que c'est... Ça marche bien, c'est ça mieux. marche, mais c'est même mieux que la main humaine. Le problème, c'est déjà le cas. Ok, d'accord. Le problème dans la dentisterie, c'est l'humain. Hein. C'est pas l'instrument. L'instrument, tu le mets sur la table, il fait rien, il fait pas de conneries. Okay. Mais je pense que si tu veux, j'ai acquis enfin, j'ai vu tellement d'évolution de ma profession. Je ne fais pas du tout de la dentisterie comme quand je suis sorti. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je me mets aucune barrière. C'est-à-dire, je me dis pas que c'est impossible. Et je me dis pas que c'est impossible, parce que de toute façon, ça va le devenir. Qui aurait pensé, il ne serait-ce qu'il y a 5 ans, que tu appellerais un mec et que tu aurais un robot qui te parle en répondant à tes questions, en te donnant des réponses? Personne me dit non, mais c'est pas possible, l'intelligence, machin, l'humain. Que dalle. Tout est possible. Tout est possible. C'est là où un mec comme Elon Musk, qu'on peut détester sur le plan humain, mais c'est le mec, il n'a pas de limite. Il s'interdit pas. Sa limite, c'est Mars actuellement. Ouais. Donc, il y a de savoir. Il est assez ambitieux. Et bien sûr, et globalement, bien sûr que ça va arriver. La seule chose qu'on ne peut pas dire, c'est quand. Mais bien sûr que ça va arriver. D'ailleurs, quand tu regardes, si tu t'intéresses un peu au sujet, tu regardes le temps que mettent des innovations pour se mettre en place. Donc, tu parles des années 50, etc. Et là, en fait, ils te disent, à un moment donné, il y a une incurvation de la courbe, et que là, maintenant, avec l'IA, c'est vertical. La seule chose qu'ils ne connaissent pas, c'est l'angulation de la verticalité. Est-ce que c'est vraiment vertical à 80 degrés? Il y aura une accélération, machin, ou une accélération qui va être à 80... La courbe se met à 82, 85 degrés. C'est la seule chose qu'ils ne savent pas. Et il n'y a pas de domaine des limites. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, qu'on jouait avec Vidéopack, c'était... T'as pas connu Vidéopack, mais... Non, ça me dit rien. C'était des jeux sur la télé, et tu te disais, mais c'est incroyable. On se dit, ouais, non, mais là, on ne pourra pas aller dans le graphisme. Putain, mais 5 ans après, les mecs, ils faisaient des jeux avec une fiction qui était plus vraie que la réalité. Ah, et globalement, moi, je pense que oui, on sera remplacé, mais ça veut dire que notre métier sera différent. C'est pas grave. Eh ben, je retiens ça, c'est une bonne conclusion. Tout est possible, du coup. Et pour terminer, j'aimerais bien te poser les questions que tu m'as posées quand j'étais interviewé chez toi, parce que j'imagine que du coup, elles te sont venues parce que ça te parle, je suppose. Est-ce que tu peux me répondre à la première, qui est qu'est-ce que tu changerais à ton parcours si tu en avais la possibilité? Je ferais une prépa bio pour faire vétérinaire. Ok, oui, tu m'as déjà répondu tout à l'heure, effectivement. Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans ton parcours professionnel ou qui continue à le faire?
Ce qui m'a passionné, c'est en fait, de ne jamais arriver. Pour l'instant, c'est que je suis jamais tombé dans la routine. C'est-à-dire qu'on a un métier qui est tel que si tu t'intéresses à la biologie, tu peux aller au fond de la biologie. Si tu t'intéresses aux matériaux, tu peux aller aux matériaux. Et donc, la chance que j'ai, alors même si moi, mon adage, c'est que la chance n'existe pas, elle se provoque, c'est que j'ai eu les tripes d'aller auprès des gens et assez rapidement identifier qui pourrait m'emmener dans son délire. Mhm. Tu vois. Et donc, en endo, ça a été Pierre Machtou. Donc, je suis pas allé voir Pierre Machtou comme ça, mais j'ai rencontré Jean-Yves Cochet, qui était le premier à me découvrir, qui m'a présenté Willy Pertot. Et à chaque fois, je pense que j'ai fait mes preuves auprès de ces gens-là, avec le caractère qui est le mien, c'est que je lâche pas. Mhm. Et ce qui fait que souvent on dit que j'ai mauvais caractère, en fait, je pense pas, j'ai un caractère, ça certes, mais je vais au bout du truc, et ça m'a amené vers Pierre Machtou. Et Pierre Machtou, ensuite, m'a amené dans un laboratoire. J'ai rencontré Ariane Berdal, qui m'a ramené en Angleterre, où j'ai rencontré Tony Smith. Et voilà. Et donc, Donc, c'est à les chaque gens qui fois, t'ont inspiré. c'est exactement, c'est des gens qui m'inspirent, mais j'avoue que, parce que, en fait, je suis quelqu'un de, contrairement à ce qu'on peut imaginer, je suis quelqu'un de très réservé. Dans la vie de tous les jours, je suis très effacé, j'aime pas d'ailleurs qu'on me reconnaisse, etc. J'ai eu un gros problème là-dessus à gérer sur le fait d'être, comment dire, le côté starisation de la chose Mhm. me rend très très mal à l'aise. Inversement, j'adore être sur une scène et faire une conférence parce que je transmets. Tu vois, Mhm. mais je n'ai pas de kiff aller voir ma photo partout, c'est pas mon truc. Mais par contre, ce côté introverti, en fait, il me quitte quand je suis dans la profession et me dire, Ok. ok, lui, vraiment, j'ai envie de discuter avec lui parce que, voilà. C'est ce que dit Mathieu Stéphanie ou Max Piccinini, avec qui je me forme, c'est qu'en fait, tu es la moyenne des gens que tu fréquentes. Mhm. Donc, si tu veux fréquenter des gens, si tu veux devenir passionné, il faut fréquenter des gens passionnés. Mhm. Voilà. T'as Donc, je raison. dirais, aller voir les gens et discuter. Et en fait, souvent, on a peur d'aller voir les gens parce qu'on a peur qu'ils nous disent non. Mais tant que tu ne seras pas allé le voir, de toute façon, tu auras un non. De Non, mais temps en t'as temps, raison. ça dit oui. Et moi, je formule ça un peu d'une autre façon, c'est que je pense qu'il faut toujours s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous. Ah oui, ça, c'est Pour nous tirer vers obligatoire. le Mm. haut, Mm. effectivement. C'est un peu la même idée. Quel conseil donnerais-tu à un jeune praticien qui souhaite se lancer dans un projet? Je dirais d'être curieux et de pas compter son temps, en fait. C'est de ne Mhm. pas compter son temps. Et il y a un côté passion, c'est-à-dire que moi, je me forme en lisant. Je lis pas énormément. Vraiment, aujourd'hui, on a ChatGPT. Tu as une Mhm. vraie question. Tu formules bien ta question sur ChatGPT. Ou DeepSeek. Euh, c'est assez intéressant parce qu'il y a une réflexion. Tu discutes avec un mec qui sait tout mieux que toi. Hein. Bon, de temps en temps, il raconte des conneries aussi, faut faire attention. C'est Mais vrai, mais c'est un bel outil. c'est un très très bel outil. Et je dirais à ce jeune, voilà, n'aie pas peur et va voir, n'aie pas peur d'aller voir des gens qui peuvent t'aider. Parce que quand tu as un projet, tu as toujours peur qu'on te le vole. Mhm. Tu vois, souvent, t'as peur d'aller donner ton idée, on va me piquer mon idée. Bon, ok, bah, de toute façon, soit, effectivement, on peut te piquer ton idée, sauf qu'il faut y aller au moment où toi, tu as suffisamment d'avance pour ne pas te la faire piquer en disant, bon, bah, écoutez, le mec, s'il veut aller là où je suis, je connais le chemin, j'ai de l'avance, par contre, continuer toujours devant. Mhm. Voilà. Donc, sois curieux et va voir les gens. Très bien. Et tu as commencé à l'évoquer, effectivement, ça nous intéresse d'avoir eu un retour d'une lecture, une vidéo ou un TEDx ou un podcast, effectivement. Qu'est-ce que tu écoutes? Tu as dit tout à l'heure que tu écoutais des trucs en français et en anglais. En tout cas, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment et qu'est-ce que tu peux nous transmettre? Alors en français, j'écoute beaucoup Génération Do It Yourself. Mhm. Parce que, alors je les écoute pas tous. J'écoute énormément un mec qui s'appelle Laurent Cress Le Panier, qui était l'ancien associé de Mathieu Stéphanie. Lui, parce que comme j'ai une autre activité qui est Endo Boutique, c'est vraiment du e-commerce. Et donc voilà, donc je suis vraiment, et Endo Boutique est né, et j'aimerais un jour le rencontrer, lui, pour lui dire, en disant, il est à l'origine de la création de mon e-commerce. D'accord. Donc Parce très que inspirant. c'est très, ouais, c'est très inspirant. Les TEDx, ouais, j'en ai pas un en tête, c'est vraiment le concept. C'est marrant parce Mhm. que un de mes anciens étudiants qui est devenu un très bon ami, qui s'appelle Brice Rira, m'a invité l'autre jour à TEDx Paris. C'est génial. D'accord. Ah, Ah trop ouais, bien. c'était vraiment génial. Et ça, c'est un jour, tu as l'occasion de le faire. C'est 2 fois par an. C'est vraiment. Ouais, le thème, c'était peut-on jouir quand dans un pays qui va mal? Et, Ah, d'accord. et c'était assez génial. C'était vraiment génial. Ouais, drôle de Voilà. question. Et en livre, qu'est-ce que je pourrais te dire en livre? Euh, Moi, il y a un livre qui m'a vraiment, enfin, en développement personnel, qui m'a permis de prendre conscience de mes problèmes, enfin de mes limites. C'est euh, ah merde, il va m'échapper. Avaler le crapaud.
D'accord. Amélie Crapaud, en fait, en gros, la synthèse, c'est quand tu as plein de trucs à faire, que tu as un truc qui t'emmerde, commence par ça. En fait, t'as une espèce de D'accord. satisfaction. Voilà. Et le deuxième livre, c'est The One Thing. Ok, ça je One connais pas Thing, ça. The One Thing, c'est vraiment, tu as un projet, tu es focus sur le projet, tout le reste devient accessoire. Il n'est pas inutile, mais il devient accessoire. Ok. Et j'avoue que ça me représente assez bien, c'est quand j'ai quelque chose dans le crâne, je ne l'ai pas autre part, on dirait ma fille. Eh ben super, merci beaucoup pour tes conseils et puis merci beaucoup pour ton temps et cet entretien très riche qui va satisfaire nos auditeurs sans aucun doute. Mais Merci à toi Stéphane. merci beaucoup, Max. Très bonne journée, à bientôt. Merci, salut. Si cet épisode t'a plu, merci de liker, de commenter, de partager et de t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Ciao, merci.